souvenez des premiers ouvrages que vous avez eu en main et qui vous ont marqué? Alors c'est assez drôle, mais le premier ouvrage qui m'a marqué, j'étais à l'école primaire, et c'était un livre qui est paru dans une collection qui n'existe évidemment plus maintenant, qui s'appelait la collection Roitelet. Et ce livre s'appelait Le Stigmate bleu. Donc c'était l'histoire d'un mineur parti à la guerre et qui est rentré chez lui en constatant que sa femme avait marié un autre homme. Et elle a reconnu grâce à un stigmate bleu donc de mineur. C'est assez curieux. Un livre dont le sujet était tout de même assez sérieux, offert à des enfants d'école primaire. Donc ça c'est vraiment le premier souvenir de lecteur, et de lecture que j'ai. Et puis en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Pour dire la vérité, j'ai eu une adolescence chaotique. Pour faire bref, renvoyé de 2 collèges, définitivement. Exilé dans une toute petite institution où se trouvaient 130 internes. Je rentrais chez moi une fois toutes les 3 semaines, 24 heures. Et donc, la seule distraction, c'était la lecture. Mais votre part de responsabilité dans ces différents exodes, il y en avait quand même une, parce que je suis désolé, on ne se fait pas exiler, on ne se fait pas presque éjecter, et exilé me dit déjà, c'est l'emploi d'un mot. Non. Si on a une auréole de saint, en général, on reste dans ce genre d'établissement. Je comprends, d'accord. Ça va. Mais j'étais un révolté, et voilà, je peux expliquer pourquoi en 2 mots. Mais un révolté. Un révolté, voilà. Enfin, j'étais dans le premier collège dans lequel j'étais, il faut situer tout de même l'époque. J'étais enfermé le soir. C'est-à-dire que la chambre dans laquelle j'étais n'avait pas de clinch intérieur. Et c'était le cas pour la quarantaine d'internes. Vous imaginez la situation. Je viens des Ardennes, j'étais un enfant libre, dans la nature, et je me retrouve enfermé, avec des barreaux aux fenêtres. C'était assez insupportable, et ça nourrit chez moi. Ça, je n'ai pas connu au collège à Frères où j'étais, je n'ai pas connu ça non plus à Saint-Berthouin, à Malone. Non. Mais donc c'était tout à fait, je ne citerai pas le nom de ce corps qui est d'ailleurs très connu, mais enfin, bien. C'était une autre époque. Et donc pour revenir à ces situations, 3 semaines dans le même établissement, une des distractions, c'était la lecture. Et j'ai dévoré, voilà. Dévoré, j'ai lu Hervé Bazin, en totalité, alors les grands classiques qui m'ont marqué, Mauriac, Gide, Malraux. C'est déjà un professeur de français qui vous guide, qui vous stimule? Oui, je dois d'ailleurs, quand je dis que j'ai eu beaucoup de chance, je dois énormément à 2 professeurs, d'autant qui a permis que je me découvre moi-même. D'accord. Un jour, il m'a dit, voilà, Capras, je voudrais que vous présentiez un tournoi d'éloquence. Je dis, bon, tournoi d'éloquence, c'est un père. Je dis, mon père, si, allez-y, vous allez voir. Et je l'ai gagné. En battant d'ailleurs, ce qui faisait plaisir aux élèves de ce petit établissement dans lequel j'étais, de ce petit collège, en battant des concurrents de collège UP, ceux qui portaient l'uniforme, etc. Et j'ai été en finale nationale après, et j'ai terminé 2e. Et donc ça, cela m'a donné un peu de confiance en moi-même, et ça a permis que j'ai par la suite un parcours un peu plus classique. Les parents lisaient à la maison? Oui, mon père qui était médecin lisait, mais surtout des ouvrages en référence avec la guerre. Voilà. Ma mère lisait aussi essentiellement des romans, mais je ne vais pas dire que c'était une famille de grands lecteurs. Ce n'était pas enfin, mais ils étaient quand même passionnés. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et surtout, avec la volonté d'inculquer à leurs enfants l'importance de la lecture. Ça, c'était très clairement présent dans ma famille. Mais ça, c'est bien quand il peut déjà y avoir cette stimulation et cet échange un petit peu, donc avec le père, avec la mère, et qui ont déjà des choses qui rentrent régulièrement à la maison, et qu'on peut découvrir ou qu'on lit en cachette. Tout dépend un petit peu de ce que les parents pouvaient avoir comme magazine ou bien comme revue. C'est vrai qu'on... Oui, enfin... Moi, je me souviens, ma mère avait un magazine qui s'appelait Confidence. Oui. Typiquement pour femmes, avec des petits romans érotiques à l'intérieur, tout léger.
Mais disons, je le lisais en cachette, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, le sens de l'interdit. Ben, enfin, Oui, j'ai évoqué Gide, il faut savoir oui. que enfin, il y avait ces écrivains mis à l'index, il suffisait d'ailleurs qu'ils le soient pour qu'on ait envie de les lire. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà, Gide en faisait partie, c'est une lecture qui a beaucoup compté pour moi. Vous m'avez confié dans une autre conversation que vous aviez déjà dû vous débarrasser. Vous avez quitté ces livres d'enfance. Oui, oui. Vous ne les avez pas gardés comme moi Je je n'ai pas les ai, pu. hein. Je n'ai pas pu parce que j'avais, au fil du temps, accumulé, enfin, quand j'ai quitté mes fonctions, je devais avoir quelques 5000 livres. Oui, oui, d'accord. Bon, alors, disséminés dans différents endroits. Je me suis recentré sur Bruxelles et donc j'ai confié une partie non négligeable de cette bibliothèque à une commune du Bénin qui s'appelle Djidja. Et où, voilà, c'était évidemment le bienvenu dans ce pays tout de même fort démuni. Alors, on revient en arrière, dans les années, donc, allez, disons, dans les courants 60, le révolté est là. Oui. Qu'est-ce qui va guider ses futures études? Le père est médecin. Mon père est médecin de campagne. Par parenthèse, c'est lui qui a accouché ma mère dans la maison familiale, petite maison d'ailleurs que nous occupions, que mes parents occupaient après la guerre. Et je lui dis, papa, je voudrais devenir comédien. Oui, il trouve d'éloquence et tout, donc voilà, c'est quand même là. puis, il dit oui, il dit, c'est très bien, mais tu vas commencer par faire des études sérieuses. Et donc, je suis entré à l'université de Louvain en 1967, période très trouble et très troublée, où j'ai fait le droit, voilà. Et puis, après, je suis devenu avocat. Donc, ceux qui ne connaissent pas toujours très bien ce métier pensent que c'est un métier fort proche de la comédie, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais donc, voilà. Alors, je ne suis donc pas devenu comédien. Ce qui signifie qu'au fin fond de moi-même, je n'en avais sans doute pas la vocation affirmée. Voilà, tout à fait. Donc, je pense que mon père m'a rendu un bon service. D'accord. En m'orientant plutôt vers des études, des études classiques, sérieuses. D'accord. Oui. Mais donc, malgré tout, l'éloquence vous a servi tout au cours de votre carrière, malgré tout, pour plaider, pour rencontrer... Oui, ça a été important pour moi, parce que j'ai fait un bout de chemin dans les sentiers de la politique. Voilà, c'est ça que j'allais aborder. Oui. Comment est venue justement cette passion, ou bien ce désir de s'impliquer dans la vie de la communauté? C'est le fait d'une rencontre. J'avais été très marqué par l'affaire de Louvain. Oui. Donc la scission de l'université. J'étais très très proche, voire actif, quoique jeune, hein, j'avais 25-26 ans, dans les mouvements wallons. Et Charles-Ferdinand Nothomb, pour le citer, un jour m'a abordé, il savait que j'étais luxembourgeois, il m'a dit, mais vous devez faire de la politique, et venez faire ça chez nous. Je lui ai dit, monsieur, vous savez, le Parti social chrétien, c'est tout de même un parti très conservateur, ça ne correspond pas beaucoup à ce que je ressens. Il m'a dit, mais vous savez, Philippe Mestat vient de nous rejoindre. Ah, Philippe Mestat vient de rejoindre le PSC, ça m'a surpris très fort. Il était assistant à l'université et corrigeait d'ailleurs mes copies, il était assistant en droit. Il avait été membre, du mouvement. Monsieur Califis aussi. Oui, oui, voilà. Et avant, membre du mouvement populaire wallon. Voilà, oui. Donc c'était tout de même, je dis, mais ça, c'est quand même assez incroyable. Et Nothomb m'a dit, mais vous entrez au Parti social chrétien, vous pourrez y dire ce que vous voulez. Nous avons besoin d'ouvrir les portes et les fenêtres. Bon. Philippe n'avait pas de langue de bois non plus. Ah non, pas du tout. Donc, c'était... Puis il y avait Malker Watley qui venait d'arriver aussi. Oui. Dans la même foulée, Gérard Depré, Michel Ansen. Voilà. Donc c'était des gens qui étaient un tout petit peu plus âgés que moi, et que je connaissais, et qui étaient véritablement des esprits brillants. Et donc je me suis engagé. Je suis devenu député provincial à l'âge de 29 ans.
Mais j'ai quitté assez vite la politique. Je suis Ah, resté... déjà, 29 ans. À 29 ans, j'étais député, oui, et député provincial. Hein. Oui, oui. Et donc, enfin, c'était une fonction, surtout dans le Luxembourg, où où ce type de fonction avait une importance importante. Oui, s'il y avait une importance, c'est qu'elle était importante. Enfin bon, voilà. Et donc, j'ai quitté assez rapidement la politique parce que, pour dire les choses, j'avais pas une âme de tueur. Voilà. Or, à un certain moment, les combats peuvent y être, s'ils sont codés, ils peuvent être sanglants. Et je suis retourné à mon métier d'origine, qui était mon métier d'avocat, que j'avais exercé à Bruxelles, que j'ai donc exercé à la suite dans ma province d'origine et ma province aimée, la province de Luxembourg. Et bon, je suis devenu très vite bâtonnier, d'ailleurs à l'âge de 36 ans, donc voilà. Et alors, pour terminer sur ce curriculum vitae, en 1996, à ma grande surprise, le même notombe, avec qui je n'avais plus de contact, enfin j'avais quitté complètement la politique, plus de carte de parti, rien du tout, j'en ai eu, même quand j'en faisais, je n'en avais pas eu chaque année. Et, est venu me trouver et m'a dit, voilà, je pense à vous comme gouverneur de la province de Luxembourg. Bon, bien. Et ça s'est concrétisé très très vite, aux grandes dames d'ailleurs de beaucoup de concurrents qui eux militaient dans le parti, qui ne manquaient pas de mérite, dont certains avaient des parcours prestigieux. Et je sais que cela a un peu secoué au sein du parti, mais donc voilà, j'ai accepté finalement cette fonction parce que j'avais fait le tour de mon métier, 25 ans avocat, mes enfants étaient bien avancés dans la vie, déjà, je vais dire, établis sur des bases solides, et donc je suis resté gouverneur pendant 20 ans dans une province où la fonction a un rôle tout à fait atypique. Hein. Ce n'est pas seulement s'occuper de la sécurité, etc. C'est véritablement s'occuper de la vie culturelle, sociale, économique de la province. J'ai voyagé un peu partout dans le monde pour promouvoir les intérêts des entreprises de ma région. C'est amusant, hein, un révolté étant jeune, un oui. bâtonnier oui. dans le métier, oui. donneur de coups de trick alors. oui. oui. C'est ce qu'il fallait sûrement pour mettre de l'ordre un petit peu dans la province. C'était le choix de gouverneur. Oui, voilà, c'était. Il y avait. Enfin. Je devrais entrer plus dans l'histoire politique de cette province, mais enfin, ça n'a vraiment pas d'intérêt pour ceux qui nous font le plaisir de nous écouter, de nous regarder. Mais donc, ça, c'est un métier que j'aimais passionnément. Non, mais c'est très important parce que dans le cadre de l'ouvrage dont nous avons parlé, je pense que tout ce parcours-là, on le sent. On le sent, c'est par l'analyse un petit peu qu'il y aura de la population, comment vit la population, à n'importe quel niveau social qu'on puisse y retrouver, on sent que vous avez goûté à tout ça. Oui, eh bien, je pense que votre observation va quelque part à l'essentiel, parce que dans ce livre, j'ai mis beaucoup de ce que j'ai connu comme expérience. J'ai rencontré évidemment, dans mon métier d'avocat, tout ce que la société peut compter. J'ai côtoyé des assassins, j'ai côtoyé, et ça doit se voir en lisant ce livre, des escrocs, qui sont des gens d'ailleurs tout à fait intéressants, parce qu'on est sur d'une intelligence remarquable. Des grands manipulateurs. Des grands manipulateurs, incroyables, incroyables. J'en ai vu réussir des coups fabuleux, au détriment de personnes très intelligentes, organisées. Donc ça, vous avez lu le livre, hein, il y a quelques passages qui sont assez démonstratifs à cet égard. J'ai rencontré aussi dans mes deux vies, si je peux m'exprimer ainsi, à la fois des gens très riches, et j'ai côtoyé aussi vraiment la misère, de très près. Ça, on le sent. De très près. Oui. Et donc, j'ai été touché d'ailleurs par, dans les deux catégories, par des personnes remarquables. Il y a des riches remarquables.
il y a des pauvres qui le sont, il y a des pauvres qui le sont moins aussi. Et ça, ça vous donne un substrat, une profondeur. Donc, et c'est tout cela qui, à un moment donné, a ressurgi et que j'ai cherché à traduire au travers de cet ouvrage, avec un regard particulier à l'égard des femmes, d'une femme, qui est en quelque sorte pour moi la synthèse de plusieurs femmes absolument exceptionnelles que j'ai rencontrées et qui ont été, comment vais-je dire, bridées, asservies, parce que dans l'entre-deux-guerres, en tout cas dans certains milieux, il était impensable que les femmes puissent s'épanouir, puissent faire des études. Et le destin de ces femmes m'a marqué parce que leur capacité à s'épanouir a été littéralement étouffée. Et donc, c'est cela aussi, c'est un hommage à ces femmes que j'ai voulu rendre. Nous allons y revenir, oui. Mais alors dès le départ, dans l'ouvrage, on n'est pas dans l'Ardenne profonde. Non. On est outre-Atlantique. Oui. Et on est dans une famille bien déterminée. Oui. Ouais. Pourquoi cette famille-là, justement Parce qu'on aurait pu imaginer plein de choses, mais oui. On se retrouve encore dans un milieu bien particulier. Oui, c'est une famille d'immigrés italiens, voilà. Une famille qui a fait fortune. Et vous avez été influencé par qui ou par quoi pour avoir une famille d'Italiens? J'ai été très fort influencé par une famille, je vais ici dans les affaires, famille italienne, où j'ai rencontré des gens exceptionnels, d'humanité, mais avec une fortune colossale, et avec qui j'ai eu des relations très suivies, parce qu'ils ont notamment fait des investissements dans ma province. Ils m'ont reçu chez eux avec beaucoup d'humanité et de chaleur. Ils ont connu aussi des drames d'ailleurs, et cela m'a inspiré. Voilà. Et comme je voulais qu'il y ait un peu de mystère tout de même au départ, il m'a paru intéressant de m'inspirer de ce parcours pour situer les premières scènes de ce roman. Et nous n'avons pas révélé évidemment les connexions qu'il y aura entre exactement. Ça, tout à fait. Et pour quelles raisons. Donc, on voit bien, quand on a terminé le livre, la grande importance finalement du premier chapitre. Tout à fait. Qui nous met dans le bain dès le départ, mais on ne le sait pas encore. Non, voilà, c'est ça. Mais on sent déjà qu'il y a une fusion familiale au sein des différents personnages. C'est ça. Donc c'est aussi l'histoire d'une famille. C'est aussi de grandes histoires d'amour. Voilà, oui. On n'en dira pas plus, mais pas toujours l'amour au sens, je vais dire, charnel du terme, on se comprend. Mais la symbiose qu'il pouvait y avoir entre les deux parents, et qui ont inculqué aux enfants, évidemment, cet amour familial. Et on le découvre lorsqu'on ouvre un meuble, et qu'on va découvrir les albums de famille. On sent que c'est vraiment la famille qui est là. C'est ça, tout à fait. Où il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de ci, il n'y a pas... Non, tout est bien soudé. C'est une famille effectivement très unie. Très unie. Très unie. C'est aussi... vous savez, je pense qu'on peut vivre aussi les romans dans un roman où la liberté est totale. C'est ça, la force de la création, quelque part. On peut vivre en contrepoint de ce qu'on a soi-même vécu. J'ai eu une famille un peu compliquée, je n'en dirai pas davantage, et donc pouvoir à un moment donné dresser le portrait d'une famille solide, voilà, c'était peut-être dans mon inconscient la réalité que je n'ai pas toujours vécue à titre personnel, encore que dans ce roman on voit aussi une famille qui par ailleurs se déchire. Donc, on fait un bond en arrière, je vais dire, de quelques années, parce que vous avez malgré tout été un homme de plume, par le travail que vous aviez. Mais il y a donc différentes choses qui sont là, qui sont flottantes, qui sont en vous. Bon, j'ai découvert que vous avez déjà écrit une pièce de théâtre. Donc là, c'est déjà un premier pied à l'étrier.
Oui. pièce que je ne connais pas encore, je ne l'ai pas lue. Et puis il y a donc cette histoire qui vous hante depuis quand? Pour la coucher sur papier. Ah oui, ça c'est... Parce que ce n'est pas un ouvrage qu'on écrit en 6 mois de temps. Non. On le sent. Non. Il est bien travaillé par la plume qui est posée, qui est concise, qui est précise, qui est une belle plume. Et ça, je vous l'ai dit lors des premiers entretiens qu'on a eus, ou les premiers contacts. Mais ça m'a touché. D'où il sort ce monsieur Capras, quoi? Alors, ce roman est né d'une indignation, en fait. Lorsque j'étais gouverneur, mon attention a été attirée par le sort d'une femme qui était décédée, qui, très belle femme d'ailleurs, qui pendant la guerre a aidé la résistance d'une façon tout à fait exceptionnelle, et qui a été maltraitée, vraiment, et de manière indigne par la résistance. Et un collectif de femmes, notamment, s'était emparé de cette affaire. Pour dire la vérité, j'avais aussi demandé à un ancien général qui avait travaillé dans les services secrets de me documenter et de vérifier auprès de quelques résistants, quelques vieux résistants, la véracité de cette affaire. Et j'ai eu des témoignages qui allaient tous dans le même sens, pour souligner le caractère tout à fait héroïque, c'est le mot, de cette femme. Et j'ai cherché à la faire réhabiliter. Je me suis dit, mais ça mériterait tout de même que l'on le dise publiquement, et qu'il y ait une reconnaissance de la part des autorités, singulièrement des autorités locales. Donc vous découvrez la chape de béton qu'il peut avoir au sein d'une communauté, d'une population. Incroyable, incroyable. Et ça m'a été refusé. Voilà. Voilà, donc je reçois une lettre du bourgmestre qui me dit non, écoutez, on ne va pas remuer encore cette histoire. C'est très très touchy pour employer un terme qui dit bien ce qu'il veut donc dire. Donc ça excite votre curiosité. Ça a excité ma curiosité. J'ai compris pourquoi il y avait ces réticences, parce qu'enfin dans la résistance, il n'y avait pas que des héros. Quelques personnages de la région s'étaient assez mal conduits, non pas à l'égard de cette femme, mais mal conduits, comme résistants, voilà. Et, des résistants de dernière minute, quoi. Oui, des résistants de dernière minute, ou profiteurs, parce qu'on pense, beaucoup à dire sur la résistance. Les gens pensent par exemple que les résistants vivaient d'amour et d'eau fraîche, ce n'était pas tout à fait le cas. Ils étaient payés. Évidemment, il fallait vivre tout de même. Disons que certains en ont un peu profité. Et j'ai compris la réaction de certains. Et dire, si on doit remuer tout ça, parler de tout cela, ça remonte déjà à quelques années, évidemment. Et donc, ce livre est parti de cela, de cette indignation. C'est très très fort éloigné de la vie de cette personne. Mais donc oui, il y a eu cette étincelle tout de même. Et je pense qu'il faut, au moment où l'on veut écrire, il faut qu'il y ait un jaillissement dans l'inspiration. Ça peut venir de beaucoup de choses. Pour moi, c'est venu de cela, de cette indignation. Et donc, je suis très curieux, parce que je sais ce qu'écrire peut être comme travail. Oui. Et donc, il y a cette indignation, et puis je reviens à l'autre récit qu'on a fait tantôt, il y a cette famille aux États-Unis. Comment fait-on la connexion entre deux choses qu'on a chacun dans le coin de la tête? Eh bien ça, je crois que ça c'est la part d'imagination et de création. C'est cela. Voilà. Vous rencontrez des gens dans votre vie, voilà, et puis il y a autre chose, il y a l'indignation que vous avez, et puis pour arriver malgré tout à mettre tout ça en symbiose. Voilà. Donc ça, le récit se construit, pas comme ça, de manière éthérée. J'ai recommencé d'ailleurs ce livre à plusieurs reprises, je le dis, parce que la première version était pas bonne du tout. Et puis, jugé par qui là? Par un proche? Oui, je l'ai fait lire par mon fils, qui est professeur à l'université de Liège et ici à l'université de Bruxelles. Bon, pas parler de lui, mais enfin, c'est un esprit assez aigu, et il a été impitoyable. Il m'a dit, écoute, les ingrédients sont présents,
mais tu peux tout recommencer. Et donc, avec beaucoup d'humilité, je me suis dit, c'est lui qui est un proche, et on sait que les proches sont en général d'une indulgence dévastatrice quelque part, si lui est capable de me dire ça. Oui, mais si les arguments étaient et les arguments étaient non seulement pertinents, mais percutants. Percutants. Et j'ai recommencé. Et vous vous êtes dit, mais c'est vrai, il a raison. Il a raison, tout à fait, il a raison. Et j'ai donc repris le travail à zéro. En attachant, je me suis rendu compte que c'était essentiel, une attention, comment vais-je dire, aiguë à la construction du livre. Qu'est-ce qu'il vous avait reproché, par exemple? Il m'avait dit, écoute, bon, certaines formules étaient d'une banalité affligeante. Bon, il dit, en général, il me dit, tu écris de manière beaucoup plus resserrée, évite les phrases, ça ne sert à rien. Donc, bon, vous aviez été trop littéraire. J'avais été trop littéraire, voilà. Et ce qui ne correspondait pas en plus à ma manière d'écrire. Donc, même si ce que j'ai écrit par ailleurs était beaucoup d'articles de type plutôt scientifique, etc. Et donc, il m'a fait ce reproche, il m'a fait le reproche dans la construction, il m'a dit, j'ai inversé l'histoire en fait. C'est un peu compliqué à dire, mais je me suis rendu compte que l'agencement des chapitres n'était pas le bon agencement. D'accord. Et je suis revenu là-dessus, en mêlant d'ailleurs très fort les époques. Voilà. Et je pense que cette manière de travailler permet de ménager le suspense, de ménager l'intrigue. Et je me suis rendu compte aussi que dans ce travail, de manière à mon modeste niveau, j'avais finalement été influencé par la manière dont travaillaient certains auteurs américains. Tom Wolfe, par exemple, donc, qui arrive à vous agencer des histoires d'une façon incroyable. On peut écrire de manière linéaire, pour avoir une histoire qui se déroule de manière totalement chronologique. Ce n'est pas le cas de mon livre. Et je pense que ces ruptures permettent de donner au récit beaucoup plus de vivacité. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et encore que je le dise moi-même. Oui, d'accord. Mais ça, c'est bien d'avoir eu, je vais dire, cette humilité de la reconstruction du bouquin. Oui. Moi, j'ai vécu ça aussi avec un autre ami. On a lu, on a relu, et puis on le présente à un éditeur qui dit, écoute, pas possible, je ne sais pas aller au-delà de la page 78, pour telle et telle et telle et telle et telle raison. C'est pertinent, c'est vrai. Parce qu'il lui disait, écoute, quand tu démontres, quand tu expliques quelque chose, tu n'as pas besoin de le démontrer. Voilà. On te croit. Exactement. Ouais. Donc ça ne sert à rien de partir dans des explications sans fin, ce n'est pas nécessaire. Exactement. Et c'est vrai. Exactement. Et je dois dire, donc, le retravail, alors à ce moment-là, de l'écriture, est quelque chose qui est plus jouissif, parce qu'on se dit, tiens, là je vais reconstruire ça d'une autre façon, comme on l'avait dit, et l'agencer d'une autre façon. Et on avance avec beaucoup plus de liberté, me semble-t-il. Ouais. Et puis, dans cet effort d'humilité, il y a un comité de lecture chez Weyrich. Mais là, on n'est pas encore chez Weyrich. Ah bon, d'accord. Parce que vous êtes toujours chez vous avec le bouquin en train de... Oui, ok. Donc, il faut le lire, il faut le relire, il faut le finaliser. Oui. On a déjà l'idée d'aller le présenter chez Weyrich? Franchement, d'abord, j'ai mis le temps qu'il fallait pour le terminer. En plus, c'est un livre qui demande un minimum de documentation, qui s'appuie, parce qu'il y a des faits, singulièrement des faits historiques qui sont repris, ils ne sont pas là pour faire bien. Ils sont là vraiment pour servir le récit. Enfin, il faut un minimum de véracité et de vous mettez quand même des zones d'ombre pour ne pas qu'on reconnaisse de trop. Voilà, alors il y a des endroits que je cite sans aucun problème. Il y a des endroits imaginaires aussi. Ah oui. Si on essaye de les retrouver, on a beau chercher. Vous ne les trouverez pas. On sait que c'est en Ardennes, mais effectivement, parce que comme je me suis inspiré de faits qui ont marqué de manière tragique un village, et qu'il y a des faits qui ont divisé la population pour longtemps. Je rencontre encore à la foire du livre une dame qui me parlait de cela, qui souhaite que je vienne parler de tout cela dans la région d'ailleurs, qui me disait encore aujourd'hui,
il y a des tensions. Et donc, c'eût été malvenu de situer les choses dans cet endroit précis. En revanche, il y a d'autres endroits qui ne méritent pas d'opprobre, hein, donc, et que j'ai cité comme tel. Et puis, voilà, il y a donc toute cette documentation historique où les gens apprendront des choses surprenantes d'ailleurs, hein, qui se sont déroulées. Ce qui m'a beaucoup amusé, je reviens à autre chose qu'on a parlé tantôt, qu'on a survolé, c'est la couleur orange du carnet quand même. Ah oui, oui, oui. Ça c'est... alors, oui, c'est assez... bon. C'est un petit clin d'œil Non, je ne l'ai pas vu comme ça, même si certains le pensent. Voilà. Ah, et on me l'a dit. Voilà, ça va, le prochain, ce sera le cahier bleu, et puis ce sera le cahier rouge. Comme ça, orange, il fallait le faire. Il fallait le faire, oui. C'est venu d'où? Et en fait, tout simplement, d'abord, le livre au départ ne s'appelait pas comme ça. Et puis ce cahier joue quand même un rôle capital dans l'intrigue, dans le livre. Et l'orange, c'est la couleur de l'optimisme. D'accord, voilà. Et donc, on voit un moment dans le livre pourquoi ce cahier s'appelle comme ça. Mais donc... vous savez que j'ai presque imaginé l'écriture de la maman. Ah oui. Vous l'avez décrite de façon magnifique. En 3 mots, hein. Oui. Voyez-vous, c'est le choix des bons mots. Oui. Pour parler de l'écriture de la mère. Donc on avait le caractère de la maman qui était là. Oui. Et ça, je dois dire que, bon, je peux le dire tout de même, ma mère a été une de ces femmes qui a dû, hélas, qui n'a pas pu aller au bout de ses études. Et ma mère écrivait bien. Elle avait un réel talent. Mais elle écrivait pour elle-même. Bon, je disais, mais comment est-ce que cette femme qui a juste fait ce qu'on appelait à l'époque les moyennes, hein, 3 années d'humanité, comment peut-elle écrire aussi bien, avoir autant de sensibilité donc voilà, c'est... Et à l'époque, il y avait encore la calligraphie. Alors oui, voilà, exactement. Ils écrivaient à la plume, hein. Moi j'ai... à l'encrier, hein. Voilà, donc c'était assez... oui, j'ai voulu que cette femme écrive bien. Moi, je me demande si je mettrais la main dessus rapidement ici. Ben voilà. Quelle chance. Voilà une vieille carte que je vous laisse découvrir de l'autre côté. Donc moi, j'étais originaire de là. Voilà. On sait lire. Hein. Et c'est une vieille tante qui est chargée pendant que nous sommes en vacances dans la ville à Coxy, voyez-vous. Et elle nous envoie pour donner des nouvelles des pigeons, des poules, qui a des œufs. Et il n'y a pas de faute. Et vous voyez, aucune faute. l'écriture, c'est genre à l'époque. Sans faute. Ouais. Hein? Quand on voit quelques textes. C'est ça un petit peu. J'ai repensé à ce type d'écriture lorsqu'on a ouvert le carnet. Exactement. C'est ça. Et sans rature. Voilà. Ça m'impressionne très fort. Pas de rature. Pas de rature. Ça, c'est incroyable. Oui. Et pourtant, c'est une dame qui était âgée. Enfin, pour moi, à l'époque, elle avait notre âge. Quoi. Et c'est vrai que la mère d'Anton Scarzeni, je le dis d'ailleurs, hein, on y découvre un texte pratiquement sans rature. Et ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je dois dire, on ressent ça dans la description quand il ouvre le carnet, qu'il découvre l'écriture de sa mère. Oui, c'est vrai. C'était un grand moment aussi. Il y a plein de grands moments dans l'ouvrage. Alors bon, on le termine, on a un point final. Oui. Et on va sonner chez Weyrich, que vous connaissez peut-être déjà, Olivier. Je le connais parce que c'est évidemment, pour nous, dans le Luxembourg d'abord, un éditeur emblématique. Je sais qu'il a travaillé énormément sur des ouvrages en rapport avec la guerre. Il a quelques belles collections d'ailleurs à cet égard. Et je lui demande un rendez-vous qu'il me donne ici à Bruxelles. Hein. Il a des bureaux ici à l'avenue Louise. Et je lui dis, voilà, monsieur Weyrich, bon, je vous confie ce manuscrit, vous me direz ou ce tapuscrit, enfin, vous me direz ce que vous en pensez.
Il me dit oui, oh, d'accord, on va prendre la peine de le lire, il nous faut le temps. Je dis oui, bien sûr, je comprends. Je pense qu'il vous a quand même mis au-dessus de la pile. Alors, un mois après, Ah oui. je le rencontre au mariage d'un ami commun. Il y a un mariage assez conçu, oui, 300-400 personnes, avec, enfin, je ne veux pas entrer dans les détails, mais les bénéfices de ce mariage ont été versés aux associations qui s'occupent de malades à Alzheimer, enfin bref, et il me voit, il vient vers moi, il me dit, j'ai lu votre livre, ça m'intéresse vraiment. Il y a des choses à retravailler, mais bon, ça va être lu par d'autres personnes, il a confié à son comité de lecture, et puis au directeur, à Christian Liebens, qui l'a lu, qui m'a donné rendez-vous, de nouveau ici à Bruxelles, et nous avons passé ensemble 4 heures, qui m'ont paru, et à lui aussi, être 1 minute. Ça a été d'une grande intensité, singulièrement humaine, parce que je me suis laissé aller à lui confier des choses que je confie extrêmement rarement. On a évidemment parlé du travail, et il a compris tout de suite où j'avais un problème, c'est que, ayant écrit pour le théâtre, dans le théâtre, ce sont des dialogues, vous n'avez pas d'entrée, vous n'avez pas d'incise. Et Christian m'a dit, écoute là, on s'est tutoyé très très vite, tout de suite, il m'a dit, écoute là, tu dois davantage avoir des incises, expliquer dans comment vient ce dialogue, comment les gens se positionnent. Hein. Il m'a aussi dit, tu vas éliminer tout ce qui est trop technique. Le danger, quand vous avez fait quand vous vous êtes documenté... C'est ce qu'on disait tantôt, voilà. On vous croit quoi. Oui, voilà, exactement. C'est de ne pas assommer le lecteur de détails quand vous décrivez, quand vous parlez d'une voiture allemande qui s'appelle la Kübelwagen, ça ne sert à rien d'aller la décrire, je vais dire, jusqu'au dernier boulon. Hein, donc, et là, il m'a rendu un grand service. J'ai donc retravaillé de nouveau. Et je me suis rendu compte aussi, à la suite de quelques observations qui m'ont été faites, notamment par la correctrice, parce qu'il y a eu un travail de, comme toujours, dans le roman, il y a un travail de correction, évidemment, ne serait-ce que pour l'orthographe, etc. Mais la correctrice est allée plus loin, et elle a attiré mon attention sur le fait que certains passages ne devaient pas être répétés. C'est-à-dire qu'il faut toujours se mettre à la place du lecteur. Or, quelquefois, je me mettais à la place de personnages. Exemple, vous avez un personnage qui a vécu une scène, un autre personnage doit avoir connaissance de la même chose, c'est inutile il faut trouver le moyen de ne pas recommencer à décrire pour ce personnage, il va prendre conscience de ce qui s'est passé avant, ce que le lecteur, lui, a déjà saisi. Hein? Donc ça, ce sont des conseils, je vais dire, pratiques, techniques, mais qui m'ont beaucoup servi, et je pense que la qualité d'un travail d'édition, c'est ça. Un éditeur, je vous apprendrai en disant ça, vous le savez mieux que quiconque, un éditeur, un véritable éditeur accompagne ses auteurs hein, dans leur travail. Voilà. Et Ulrich a fait ça. Et même lors de leur premier discours, lors de leur présentation, vous étiez comme un gamin qui tremblait. Oui, c'est ça, exactement. Oui, oui, tout à fait. Parce que j'ai été surpris de voir, parce que malgré tout, vous aviez quand même un passé, mais vous retrouver à la présentation de ce livre-là, c'était pour vous quelque chose... Je l'ai dit d'ailleurs d'emblée, j'ai la trouille. Et pourquoi? Parce que, pour dire la vérité, c'est un monde que les personnes qui étaient là, pour moi c'était un monde nouveau. Voilà, vous avez été impressionné. Voilà, c'est un monde que je ne connais pas. C'est un monde que je ne connais pas. Vous savez, bon, j'ai pris la parole, encore que je dise moi-même, devant parfois 1000-1500 personnes, j'ai pas de problème avec cela. Je connais très bien les milieux universitaires. Et là, on se demandait tous qui c'est cet oiseau. Voilà, exactement. Et puis moi, je me suis dit, bon, ben, il vient là, bon, c'est... Personne qui me connaît. Oui, personne ne joue, voilà, exactement. Donc, et ça s'est très bien passé. Je pense que c'est bien passé. C'est bien passé. Oui, oui, oui.
Et il y avait juste une ou l'autre personne que je connaissais là-bas parce qu'on m'a proposé, j'ai accepté de prendre la présidence des archives et musées de la littérature ici à Bruxelles, à la Bibliothèque Royale. Hein. Il y a quand même 18 collaborateurs là, qui travaillent sur les fonds d'archives de nos écrivains francophones de Belgique, et la directrice était là. Bon, elle m'a dit, ben, vous n'en êtes pas trop attiré. Vous l'avez déjà rencontré, lui? Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, oui, bien sûr, Marc Wachber, c'était... j'ai eu énormément de contact avec lui. J'ai un mail de sa part à peu près tous les 2 ou 3 jours. Et donc, un personnage. Oui, c'est un personnage. Qui est déjà venu dans le fauteuil. Oui, et donc, qui vient de quitter ses fonctions d'administrateur délégué. Bon, c'est moi qui ai dû gérer tout ça, voilà. Et ben, la directrice était présente, et donc... Elle m'a dit ce que vous venez de me dire, ça s'est bien passé. Ah oui, voilà. C'était super. Oui. Alors maintenant, vos premiers contacts avec les lecteurs, comment ça se passe? Ça se passe très très bien. Bon, hors province. Ici en ville ou bien à Bruxelles? Alors, à la foire du livre, j'ai rencontré des gens, évidemment, qui n'étaient pas de la province, et qui ont été, je vais dire, séduits par le livre. Il y a une autre personne qui est assez connue dans les milieux juridiques, grand collectionneur d'art contemporain, et qui a rencontré mon fils, et qui lui a dit, mais voilà, je suis... Ce livre est encore, je peux dire ça moi-même, bon, c'est pas un peu, pas donner l'impression de m'encenser, parce que bon, voilà, mais il a dit, ça m'a passionné, et c'est bien écrit. Donc, moi j'en parle avec un ami, un autre personnage est venu, qui a participé, c'est un de vos confrères, je vais dire confrère, comme ça, je ne sais pas comment on peut dire, mais M. Paulet est reparti avec votre ouvrage, quoi. Ah oui. C'est le gouverneur de la province de Liège. Oui, M. Forêt. Forêt, M. Forêt. Oui. Ah oui. Voilà, c'est un ancien gouverneur. Un ancien gouverneur. Oui. Ben, voilà, on discutait ensemble, et puis là, je dis, c'est quoi de quoi vous parlez? Je dis, ceci, cela. Alors, on va sous le stand de chez Weyrich. Ah oui. Et puis, mais je vais passer. Ouais. Et puis, il m'a tapé. Il est là. Non. Donc voilà, c'est vrai. Parce qu'on a plaisir, voyez-vous, à recommander de bons ouvrages, parce qu'on découvre à nouveau quelque chose de beau. Oui. Et quand il y a quelque chose de beau, en tant que libraire ou en tant que passionné, on me demande qu'une chose, si tu as le temps, découvre ça. Comme je vous ferai découvrir aussi un ouvrage qui est ici, que je me ferai un grand plaisir de vous offrir. C'est un Français qui habite près de Toulon. Oui. Et là, vous verrez aussi, vous découvrirez aussi une autre écriture. Quoi. Il s'appelle Alain Cadéot. Et là, il va vous embarquer dans un voyage. Eh bien, je vais lire ça avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Oui. Alors, donc, l'ouvrage sort, vous êtes en librairie. Oui. Vous êtes accompagné ou non de votre éditeur. Oui. Vous allez devoir y aller seul maintenant. Donc, vous m'avez dit que vous êtes déjà invité maintenant dans des librairies dans votre région. Oui. Pas plus tard que ce matin, d'ailleurs, j'avais déjà une invitation. Je sais que les clubs Richelieu de la province de Luxembourg et du Grand-Duché de Luxembourg, tous ces clubs ensemble me proposent pour le mois de novembre donc une conférence débat. J'ai 3 ou 4 propositions déjà que je vais honorer. La télévision de proximité aussi. Donc c'est important, hein, tout comme les réseaux sociaux. Voilà. Il faut dire que c'est un ouvrage intemporel. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc ça peut... Qui peut durer, qui peut aller, dont on peut faire une promotion pendant des mois et des mois et des mois. Oui. Et donc, alors ce que vous dites, c'est intéressant. D'où viennent les commentaires? Évidemment, de ma province, ça va de soi. Bon, beaucoup de gens, enfin ça va de soi. En tout cas, j'ai énormément de retours positifs. Et ce qui est intéressant, ce sont les retours positifs de gens qui ont un esprit aigu. Hein. Par exemple, j'attendais avec un peu d'inquiétude l'avis d'un metteur en scène, celui qui a mis en scène ma pièce. Oui, parce que c'est assez drôle. Avant d'écrire ce livre sur ce sujet, j'avais écrit une pièce.
Et c'est le metteur en scène qui, en analysant, m'a dit, tu dois en faire un roman. D'accord. Hein, je ne veux pas la monter en pièces, tu dois faire un roman sur ce sujet. J'attendais son verdict avec un peu d'appréhension, et il a été incroyablement positif. Il m'a dit, écoute, j'ai vraiment rien à dire. Bon, écoute, là franchement, je suis soulagé. Et donc, mais par exemple, il y a un monsieur domicilié à Monaco qui vient de m'envoyer un message, un messenger, en me disant beaucoup de bien de l'ouvrage. Voilà. Alors comment est-ce qu'il a eu connaissance de ce livre, etc. Bon, voilà. Parce qu'il y a différentes lectures. On peut être pris par la beauté de l'écriture, on peut être pris par la pertinence de l'histoire. Il y a différents regards qui peuvent se poser sur l'ouvrage. Donc il y a différentes personnes qui auront des avis sur des choses différentes du bouquin. Ouais. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous touchez à la qualité de l'écriture, à la qualité du récit, à la surprise de mettre différents événements ensemble. Donc là, je dois dire, c'est ça un petit peu qui intrigue les gens et qui aimeraient bien vous rencontrer pour mieux vous questionner encore sur le... Alors, ce qui est tout à fait étonnant, interpellant, c'est que l'appréciation des femmes et des hommes par rapport à ce livre est très différente. Ah oui, ça j'en doute pas. Les femmes sont évidemment, comment vais-je dire, c'est le sujet même, ça. Intéressées par l'héroïne ou les héroïnes. Voilà. Donc ça c'est... Et les hommes, bon, le thème de la vengeance est aussi, d'ailleurs vous l'avez souligné, eh bien les hommes c'est davantage ce thème-là. Donc, en tout cas dans les quelques premières réactions que j'ai eues. De la même manière, lors de cette présentation à Bruxelles, vous êtes venu vers moi, ça m'en avait beaucoup touché, et puis l'essentiel des contacts que j'ai eus, c'est avec le public féminin qui était là, donc les libraires, etc. Bon, et les quelques dédicaces que j'ai données, je ne m'attendais d'ailleurs pas à ce que ce soit un endroit pour le faire, je regarde un peu pour voir ce que... Voilà. Ce sont des femmes qui sont venues me le demander. Et mon épouse, qui était là, m'a dit, tu as observé ça, hein, l'œil féminin. Hein. Et elle m'a dit, n'oublie pas que 80% des lecteurs, je ne sais pas si c'est vrai que 80% des lecteurs sont des lectrices. Il paraît que c'est peut-être exagéré. Mais bon. Regardons dans les transports en commun, il y a beaucoup de messieurs qui lisent. Oui, c'est vrai. Transports en commun. Dans les communs, oui, voilà. Donc tant mieux d'ailleurs. Quand on fait un tour chez le libraire, il y a des messieurs. Vraiment, il faut écrire pour tout le monde d'abord. Le choix de la couverture, c'est qui? Ah, ça c'est l'éditeur. C'est une belle photo. Hein. Ah oui. Et c'est Weyrich qui l'a choisi lui-même. Et quand il me l'a présenté, j'ai dit, écoute, j'ai été complètement surpris, agréablement surpris. J'ai dit, mais c'est formidable. C'est dans mon récit. C'est cette femme-là. Oui, c'est très précisément cette belle jeune femme, c'est mon héroïne. Hein? Donc il a eu là, je dirais presque que quand j'ai vu ça, j'ai eu un sentiment de... Est-ce que le mot plénitude... On ne voyait rien d'autre. Je ne voyais rien. Je me suis dit, c'est ça. Là, ça m'a donné assez curieusement, une vraie confiance dans ce que j'avais écrit. C'est drôle quand même ça. Oui. Donc moi je pense qu'il y a comme ça... Enfin c'est la sensibilité de l'éditeur qui dit dans mes archives ou ceci ou cela, j'ai ça qui dans sa photothèque, il a dit avec ça. Exactement. Oui. Donc ça c'est... c'était vraiment... J'aurais voulu découvrir un petit peu votre regard. Je vous assure que c'était... oui. Je pense que j'ai dû avoir un regard de petit gamin, quoi, d'enfant, admiratif. En disant, bon, ça c'est... Oui. Alors, une chance, c'est un bel ouvrage. Oui. C'est un beau papier, c'est une belle présentation, c'est un beau format. Oui. Ça, c'est aussi très plaisant à voir en main. C'est ça. Ça, c'est le travail de cette collection. Hein, la plume du coq. Oui, les plumes du coq, ou les plumes du coq, oui. Les plumes de coq, enfin, bon, qui en outre, sans vouloir entrer dans des considérations subalternes, mais le prix de ces ouvrages est incroyablement abordable par rapport,
je veux dire, à l'épaisseur du livre. Enfin, Oui, d'accord. Et c'est une volonté aussi. C'est là qu'on voit que Weyrich est tout de même est un éditeur passionné. Hein. Donc, voilà, pour moi c'est aussi une belle rencontre humaine d'avoir rencontré Olivier Weyrich, d'avoir rencontré Christian Liebens, hein, qui a beaucoup de rigueur aussi. Hein. C'est pas... Parce qu'ils sont énormément sollicités, hein, comme toutes les maisons d'édition, c'est effrayant. Hein. Donc voilà. Eh bien, cher monsieur Capra, je suis très content de vous avoir rencontré, que vous ayez accepté de venir me voir et qu'on ait parlé de votre ouvrage que nous allons recommander maintenant à nos amis. Ça a été un grand plaisir d'être ici et de rencontrer quelqu'un dont on sent la passion pour le livre, pour les auteurs. Vous savez, il faut aimer les auteurs, il faut aimer les artistes. Tout à fait. C'est très très important ce qu'ils peuvent donner. Et quelquefois, je voudrais terminer là-dessus, on se pose la question les uns et les autres, mais pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée? D'où on peut s'interroger. Tout à fait. Eh bien moi, je pense vraiment que ce sont les rencontres, singulièrement les rencontres artistiques, des visites de musées, une toile qui dépose en nous une forme d'hummus quelque part. Voilà. Et ça permet à un moment de nourrir la créativité, l'imagination, et ça peut sortir. Et je pense que tous les hommes et toutes les femmes sont capables, ont ça. L'exprimer, ça peut être dans la science, ça peut être dans la littérature, dans le cinéma, dans le travail, donc, mais ça, voilà, la créativité, la beauté, hein, la beauté. Des sujets qu'on va reprendre par après, parce que nous organisons ici en bas parfois des rencontres littéraires qui s'appellent des roulades littéraires corsées. Ah oui. Ah oui. Donc vous aurez encore sûrement l'occasion de venir en parler, de venir développer. Ce qu'on organise aussi parfois, c'est chez des amis. Ah oui. Un ami nous reçoit dans son salon, et là on se retrouve avec 2-3 auteurs, puis encore 2-3 autres amis ou une dizaine d'amis, et là j'aurai grand plaisir à vous inviter à ces futurs rencontres. Ce sont des initiatives. Parce qu'il y a des choses dans votre ouvrage qui peuvent agrémenter des soirées entières. Différents thèmes, c'est très bon. Mais quelque part, vous êtes au service de la beauté, hein, voilà. Je parle pas de moi quand je dis ça, hein, je parle de manière générale. Et c'est quand même un mystère incroyable, la beauté. Tout à fait. Pour moi, ce mystère-là, c'est l'antidote de l'autre mystère, qui est le mystère du mal, quand même. Hein. Donc, si la beauté existe, à mon sens, c'est précisément pour faire le contrepoids par rapport à cet autre mystère qui est... parce que déjà, c'est un mystère qui est assez insondable. Voilà. À très bientôt. Merci. Alors...